Bonsoir Eric. Oui, Euh, J'étais en train de me connecter à ce qui se passait maintenant et je note que je passe par pas mal d'anxiété. Euh, ouais, je me posais la question, qu'est-ce que vous pouviez me dire par rapport à l'anxiété parce que c'est quelque chose chez moi qui est assez récurrent dans ma vie et hmm, je pense que c'est difficile par moment d'être en contact de l'anxiété en fait, en ce qui me concerne. oui, s'il n'y a pas vraiment d'éléments extérieurs qui causent l'anxiété, c'est une mémoire. Et ça, vous êtes obligé d'explorer sensoriellement. Et si on vous demande comment tu sais que tu es anxieux, vous allez dire, mais je le sens. Donc, vous le sentez corporellement. euh, donc, il y aura une exploration de la localisation et ensuite de la substance tactile, de ce que vous appelez l'anxiété. Ça n'empêche pas une forme de compréhension intellectuelle, mais la compréhension intellectuelle libère pas le problème, sinon l'intelligence n'aurait pas de problème. Donc nous, on est plutôt sur une exploration sensorielle, c'est-à-dire on n'est pas anxieux, mais on sent l'anxiété. L'anxiété, elle est dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Et donc, on pourrait vous suggérer de devenir vraiment intime avec cette sensation, de la libérer de sa cause extérieure, parce que même s'il y en a une, finalement, c'est pas la vraie cause, parce que peut-être aujourd'hui vous êtes anxieux, que votre femme ne veut pas divorcer, mais peut-être il y a 20 ans vous étiez anxieux qu'elle ne veuille pas vous épouser. Donc la situation change, mais l'anxiété est la même. Donc la situation révèle finalement l'anxiété et ne la cause pas. Donc ça c'est assez important à voir maintenant. Je veux dire, je dirais c'est un problème psychologique. Et ce qui nous intéresse dans l'approche directe, on n'a pas de compétences psychologiques parce que la psychologie demande une attention très spécifique, demande une régularité thérapeutique qui n'est pas de notre domaine. Mais si on veut transposer, on veut dire l'approche qui nous intéresse par rapport à l'anxiété, ce serait de mettre de côté le concept je suis anxieux et de laisser la sensation d'anxiété être explorée dans le corps et voir éventuellement comment cette exploration va réagir. Mais ça ne doit pas être fait de manière volontaire, intentionnelle, mais plutôt, je dirais, naturellement. Et quand vous sentez l'anxiété, de rester avec oui, cette expression tactile, un peu comme vous l'écrivez en roman sur un homme anxieux, et qu'est-ce que vous allez dire? Comment est-ce qu'il vit la chose? Donc vous vous mettez à l'exploration de comment vous vivez la chose, de manière très impersonnelle, et vous restez de plus en plus dans le senti. Quand vous allez sentir que vous n'êtes pas anxieux, mais qu'il y a anxiété, c'est important parce qu'à ce moment-là, cette anxiété ne va plus devenir quelque chose à supprimer, mais quelque chose à écouter. Donc, vous écoutez l'anxiété, comme l'anxiété est toujours liée à l'imaginaire d'un futur, quelque chose de vraiment se lâcher. Merci. Sommeil profond. On pourrait dire c'est ce qu'on a cette, cette intimité qu'on a tous en commun. Sinon, le soir, qu'est-ce que vous voulez? Même si vous avez un mari, un amant, un enfant, un chien merveilleux, qu'est-ce que vous voulez le soir? C'est disparaître dans le sommeil profond. Donc, il faut se rendre compte, c'est le moment le plus important de la vie, parce que c'est un moment où vous abdiquez finalement vos, toutes vos différences.
Donc presque au niveau moral, on pourrait dire qu'il y a dans l'état de veille et dans l'état de rêve, il y a une différenciation. Un peu comme dans les écoles, quand les gens s'habillent selon leurs moyens, il y a une différenciation. Si on met un uniforme, tout le monde est pareil. Ça peut créer une mixité sociale. Là, c'est un peu la même chose à un niveau, je dirais, plus profond. Quelle que soit votre intelligence, quel que soit votre compte en banque, quelle que soit votre capacité intellectuelle, sexuelle et affective, mais tout ça, le soir, vous l'abandonnez. Tout ce que vous défendez dans la journée, tout ce dont vous êtes fier dans la journée, tout ce dont vous avez honte dans la journée, mais vous le lâchez le soir pour ne rien être. Donc, on se rend compte à quel point c'est vraiment important. Donc, d'aborder le sommeil profond avec intelligence, c'est, je dirais, une des premières orientations profondes de la vie. Donc, il faut l'aborder de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger juste avant de se coucher parce que vous allez rentrer dans le sommeil de rêve. Manger légèrement jusqu'à 50 ans, 60 ans, après presque pas manger ou pas manger le soir. Il ne faut pas vous endormir avec une problématique psychologique. Si vous avez des conflits avec quelqu'un dans la journée, ben, évoquez ces conflits, faites la paix avec la chose, et voilà, on va s'endormir avec un futur. Demain, je ne sais même pas si vous allez vous réveiller, puis vous aurez une bombe russe sur votre maison dans la nuit. Donc, je ne m'occupe pas de demain. Je ne m'occupe pas de ce que je vais faire demain. Demain, on s'occupera peut-être de moi, moi, je ne m'en occupe pas. Donc, vous endormir vraiment pour mourir, pas mourir à manière biologique, mais mourir psychologiquement, c'est-à-dire mourir au futur et mourir au passé, parce que le passé, c'est fini. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, tous les gens qui vous ont aimé, ceux qui vous ont détesté, les gens qui vous ont maltraité, les gens qui vous ont caressé, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Vous avez digéré tout ça et vous vous couchez pour donner à ce qui est cette tranquillité essentielle qui vous appelle. Donc, vous y allez sans porter un drame psychologique, sans porter une odeur physiologique. Si vous avez la chance d'avoir cassé votre télévision avant, c'est évidemment très positif. Si vous avez évité de lire le Goncourt, le Prix Féminin, c'est évidemment très positif. Ça n'empêche pas de lire Maître Eckhart Ibn Arabi, ça n'empêche pas d'écouter une musique traditionnelle, ça n'empêche pas de bavarder si vous avez un conjoint de choses profondes, mais pas vraiment la prochaine élection. Donc voilà, il faut une espèce de cage, je dirais, d'intelligence fonctionnelle. Ensuite, pour Noël, vous pouvez trop manger le soir, vous pouvez discuter avec votre mari, vous pouvez avoir une préférence politique que vous allez discuter violemment, c'est pas grave. Mais en général, on se couche tranquillement, on laisse le passé, on laisse nos propres opinions, nos propres peurs, nos propres attentes, pour se donner à cette intimité. Quand vous levez tous vos vêtements, vous vous retrouvez à nu dans le sommeil profond. Donc c'est un peu un cadeau de la vie. Même si vous êtes en prison, vous avez un sommeil profond, même si vous êtes sous des bombes, vous aurez un sommeil profond. Au bout de 3 jours, vous êtes obligé d'avoir un sommeil profond, sinon vous devenez fou. Donc c'est un peu une grâce qui est accordée à l'être humain de se ressourcer dans ce qui le dépasse au niveau personnel. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ça fait un moment maintenant que j'ai eu la chance de découvrir votre enseignement et je réalise je pense passer par une phase transitoire où je réalise de plus en plus qu'il n'y a rien à accomplir, comme vous le dites assez souvent. Et je me rends compte que le corollaire de cette clairvoyance euh, me conduit de plus en plus à me désintéresser de beaucoup de choses. Alors l'actualité ou des choses que je trouve de plus en plus futiles. Euh, Ma question est la suivante. Est-ce une phase suite à laquelle, eh bien, finalement, je vais progresser dans mon approche et me rendre compte finalement que, eh bien, même s'il n'y a rien à accomplir, les choses restent intéressantes, ou bien est-ce finalement une fatalité et faut-il accepter que finalement les choses ne présentent pas tant d'intérêt que ça?
les choses, c'est l'essentiel parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une vérité cachée, des choses superficielles qui la cachent. Il n'y a pas un masque et quelqu'un derrière le masque. Mais effectivement, il y a une période de la vie où on met moins l'accent sur le devenir extérieur. Mais quand on dit dans une formulation, il n'y a rien à faire, il faut comprendre la perspective. Il n'y a rien à faire pour être ce que vous êtes. Si vous voulez apprendre à faire du cheval, il faut travailler. Si vous voulez apprendre le sanskrit, il faut travailler. Si vous voulez apprendre la boxe, il faut travailler. Si vous voulez apprendre à bien faire le ménage, il faut... Je veux dire, l'activité humaine nécessite un apprentissage. Il y a des gens plus doués que d'autres, mais ça fait partie de la vie. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire le ménage, on ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre à conduire, on dit que pour ce qui est d'être ce qu'on est profondément, aucune activité ne peut vous amener à ça. Donc, aucune activité n'est nécessaire. C'est ça le sens profond. Ça ne vous dit pas de ne pas nourrir vos enfants, ça ne vous dit pas de ne pas payer vos impôts, ça ne vous dit pas de ne pas vous couvrir quand il fait froid. Ça vous dit que pour être ce que vous êtes, il n'y a pas d'activité favorable. Vous pouvez devenir bouddhiste, vous pouvez être hindou, vous pouvez être athée, vous pouvez être homosexuel, vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, vous pouvez être vert. Il n'y a rien qui, en tant que tel, va vous aider à découvrir ce que vous êtes. C'est ça quand on dit il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que toute activité ne se situe qu'à l'extérieur de ce que vous êtes. Ensuite, les activités, c'est l'expression de la vie. On n'est pas séparé de l'environnement, donc il faut occuper notre corps, il faut qu'on respire, il faut qu'on bouge, il faut qu'on mange, il faut qu'on se repose. Et si vous avez une femme, un enfant, un ami, un chien, des plantes, un environnement, des voisins, il faut s'en occuper parce que c'est une prolongation de vous-même. Alors, vous avez raison, il y a des périodes dans la vie où quand on a pendant longtemps mis l'accent sur toutes ces choses-là et on a oublié finalement cette intimité du sommeil profond, et qu'on commence à il y a une forme de recentrage organique, pas intentionnel, qui se fait en nous, c'est-à-dire quand ce qui vous intéresse, c'est Ibn Arabi, Maître Eckhart, Shankaracharya, effectivement, il y a une petite période où des fois, de faire les boîtes de nuit, d'aller au restaurant, de voter pour droite ou à gauche, avoir une opinion, savoir quelle doit être la juste frontière en Palestine ou au Cachemire, va moins vous stimuler, parce que vous vous rendez compte que tout ça, c'est des opinions, ça dépend où vous êtes né, ça dépend de votre expérience culturelle, et que vos opinions, finalement, n'ont pas grand intérêt, parce qu'elles sont toujours personnelles et toujours tronquées. Donc à ce moment-là, l'énergie qui avant était déployée dans les activités pour acheter un nouveau bateau, pour apprendre à faire du surf, pour apprendre à jouer aux boules, cette énergie va se recentrer dans une réceptivité à des choses plus essentielles, à des lectures plus essentielles, à des activités qui sont plus imbibées, on va dire, d'intimité. Mais je dirais, vous avez raison, pendant un moment. Parce qu'en finalement, ensuite, quand vous allez vraiment pressentir que ce que vous êtes essentiellement et pas dans un monde objectif, vous allez vous rendre compte que l'espace-temps, ce qu'on appelle le monde, c'est l'expression de la conscience au niveau phénoménal. Il n'y a que conscience. Votre femme, votre maîtresse, votre chien, votre ami, votre voisin, votre corps, votre voiture, votre gouvernement, tout ça fait partie de la vie. Et donc, vous allez revenir à un moment donné, quand vous avez compris qu'il n'y a rien à accomplir, effectivement, vous ne perdez plus d'énergie pour accomplir des choses pour vous, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de vous. Mais par contre, vous devenez disponible pour l'environnement. Votre rôle en tant qu'être humain, c'est de servir l'environnement. La personne se sert de l'environnement pour elle-même. Donc, quand il y a un passage, c'est un peu comme une crêpe qui se retourne, au lieu de vous servir de l'environnement pour vous, vous vous rendez compte que vous êtes là pour aider l'environnement. Donc, vous devenez à l'écoute de vos enfants, de votre maîtresse, de votre chien, de votre femme, de votre ami, de vos parents, de vos voisins, du gouvernement, de l'opposition, et vous devez fonctionner dans la société. L'ego est afonctionnel, parce que l'ego veut que la société s'occupe de lui. L'ego veut transformer la société pour lui. Non, la société se transforme quand on a indiqué l'idée de soi-même. Et là, quand on travaille pour aider la société, évidemment, peut se transformer. Et si je veux que la société se transforme pour moi, c'est sans fin.
Donc je pense qu'au contraire, après, on est de plus en plus tourné vers l'extérieur, qui est plus un extérieur, mais qui est l'expression que la beauté de la vie n'est pas cachée derrière le masque, encore une fois. Tout ce qui se présente, si vous le regardez intimement, si vous le regardez sans préconception, vous allez vous rendre compte que ça parle que de l'essentiel. Ibn Arabi, quand il a fait dans un nombreux pèlerinages à la Mecque, quand il tournait autour de la Kaaba, à un moment donné, il raconte dans les Futuh al-Mekaya que la pluie s'est mise à tomber. Et quand il a entendu les gouttes d'eau, le bruit des gouttes d'eau sur la gouttière qu'il y avait à côté de la Kaaba, il s'est rendu compte que ce bruit était une célébration du divin. Chaque événement devient une célébration du divin. Il n'y a rien d'extérieur. Il n'y a plus d'extérieur, l'extérieur c'est l'intérieur. Mais il y a un passage possible où effectivement, si on a une vie extrêmement tournée, dite soi-disant à l'extérieur, il y a une réorchestration qui se fait, momentanément, vous allez être moins the heart of the party. Et vous allez être plus sobre, on va dire, dans votre fonctionnalité. Mais c'est un passage. Ensuite, après, s'il y a des questions de caractère, vraisemblablement, Mme Maharshi était très introvertie de nature et restait assis dans son ashram. Jean-Clain allait à l'opéra, allait au restaurant, voyager, c'était un autre caractère. Euh, un sage n'a pas une manière d'être, ça dépend de son caractère, ça dépend de ses caractéristiques propres. Il n'y a pas de différence. Dans l'approche védantique, le maître est comme un ascète. Dans l'approche tantrique cachemirienne, le maître est un esthète. Dans Gupta d'Irak, le spectateur, ce qu'il appelle le Sharidaya, le spectateur éclairé, qui a Hridaya, qui a un cœur, est plus près de la vérité que le yogi dans sa grotte. Le spectateur s'oublie lui-même dans un spectacle. Donc, dans l'approche tantrique, je dirais le spectacle à la place, a vraiment une grande place comme expression. Dans d'autres approches, il y a un côté plus rigoriste. Ça, c'est des résonances. Vous aimez telle nourriture ou telle autre, c'est la même chose. Mais donc, il y a momentanément, comme vous disiez, il peut y avoir un moment de sobriété qui s'impose. Mais ensuite, selon votre caractère, encore une fois, quand la perspective est vraiment clairement manifestée, il n'y a plus de spiritualité, de mondanité, il n'y a plus. Ces choses-là il n'y a plus ces concepts de dualité, c'est des représentations purement sémantiques. Mais un passage est possible pour momentanément qui semble être plus introverti. Après, c'est vraiment le caractère qui joue. Il y a des gens très introvertis dans leur profondeur. Il y en a qui ont une profondeur qui peut s'extravertir avec son père essentiel. Ça, c'est personnel. Merci beaucoup, Eric. Merci. Bonsoir Eric. Euh, Ça fait un certain temps que je chemine et je pourrais dire que de façon globale, il y a beaucoup de perturbations, de préoccupations qui font partie du passé maintenant. Et, mais il y en a une qui n'a pas de sens et qui perdure. Et j'aurais voulu vous entendre là-dessus. Je sais que vous n'êtes pas médecin, psychologue ou autre, évidemment, mais j'aurais aimé avoir, selon votre perspective, ce que vous en pensez. Vous parliez le soir de manger peu, par exemple, ou d'avoir une alimentation saine. Souvent, vous en parlez
de ces bienfaits, de cette énergie pure dans l'alimentation. Et moi, de façon absurde et insensée, je dirais, et puis de plus en plus insensée avec toute la vie que j'ai par ailleurs, j'ai des pratiques complètement irrationnelles sur le plan alimentaire et notamment excessives. Et voilà, j'aurais souhaité avoir votre retour là-dessus. Merci. C'est vrai que je ne suis pas ni psychologue ni médecin, donc je ne peux pas vraiment conseiller quelque chose. C'est quand il y a une complexité comme ça, sur l'alimentation, sur l'alcool, sur la drogue, sur peu importe la compulsion, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus un élément thérapeutique qui peut vous aider qu'un conseil comme ça. Ce qu'on pourrait vous dire, mais c'est vraiment un ex, et ça n'empêche pas une recherche thérapeutique, parce que bon, c'est un signe de quelque chose. Mais une fois qu'on a dit ça, vous êtes au courant, vous êtes intelligent, donc ça ne sert à rien. Je dirais d'essayer de mastiquer. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez manger la pire des saletés, mais essayez par jeu, on va dire, parce qu'il ne faut pas prendre ça de manière sérieuse, se poigner demain, un matin, quand vous allez sortir pour aller travailler, vous allez peut-être vous faire écraser. Et que ce soit vous n'avez rien mangé, vous avez nourri de prana, ou vous avez mangé 4 pizzas et 3 glaces, vraiment ce sera pareil pour vous demain matin si vous faites écraser. Donc, il ne faut pas être obsessionnel là-dessus. Vous voyez, il y a des gens qui mangent très mal, qui sont en très bonne santé, comme ma grand-mère. Il y a des gens qui mangent très bien, qui sont toujours malades. Il y a des gens pour qui ça joue très peu, ceux qui mangent, pour leur santé. Et il y en a pour qui c'est très important. Donc, on est tous inégaux par rapport à ça. Mais ce qu'on pourrait vous dire, indépendamment d'une exploration psychologique, d'essayer de mâcher un maximum par jeu, compter, et vous allez voir que généralement les aliments que vous n'aimez pas mâcher, sont pas des aliments trop bons pour vous. Et les aliments que vous aimez mâcher vous font du bien. Si vous mangez des légumes et du riz complet, vous pouvez le mâcher 100, 200 fois, c'est facile. Si vous mangez une saucisse ou une pizza, vous allez voir très vite, vous les avaler. Pourquoi? Parce que les aliments inappropriés sont des aliments morts et putrides et qui n'ont pas de goût vraiment, sur lesquels on rajoute des goûts extérieurs, sel, sucre, épices, graisse. Et dans les premiers bouchées, ces éléments sortent, on va dire, de l'aliment, et très vite, il n'y a plus grand-chose au milieu. Donc déjà, ça donne quelques indications. Mais quand vous êtes intelligente, vous savez, bien sûr, les aliments qui vous conviennent ou non, et vous mangez visiblement ceux qui ne vous conviennent pas. C'est pas grave, c'est pas dramatique, mais essayez de mâcher par jeu, mâcher le plus longtemps possible. Donc vous commandez votre pizza ou peu importe ce que vous mangez, et puis vous la regardez et vous avez un morceau et vous essayez vraiment de le mâcher et je dirais idéalement vous faites que ça, c'est-à-dire jetez votre télévision, votre radio, éteignez la musique, vous êtes seul avec votre nourriture et que ce soit un moment sacré, c'est un peu comme si vous faites l'amour, vous mettez pas la télévision, bon peut-être en Amérique c'est différent, mais en tout cas ici on peut faire deux choses à la fois. Et donc votre activité va être de mâcher votre nourriture. Ça ne devrait pas être un effort, parce que ça doit être la vie, parce que c'est extraordinaire, la nourriture, c'est quand même la nature qui vous donne tous ces légumes, tous ces céréales. Sinon, vous soyez morte, vous aussi. Et la mastication, mélanger ces aliments avec les enzymes qui permettent la digestion, vont faire que vous allez transformer ces aliments en énergie qui va structurer votre machine, qui va vous permettre de vous occuper de votre environnement. Donc, c'est une alchimie absolument exceptionnelle. J'ai l'impression qu'une machine est arrivée à faire aussi bien pour la transformation des aliments, en extraire toute la subtilité. Donc, il faut se rendre compte que manger, d'abord, c'est exceptionnel. Il y a 2 milliards de gens qui mangent même pas à leur faim. Il y a des pays où on ne peut pas trouver de choses correctes. Vous allez très, très dans le nord, confins de la Russie, ben, les légumes, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'endroits où il y a peu à manger. Donc, quand on a la chance de vivre dans des sociétés extraordinairement riches, comme ici, je dirais profitez-en.
petit à petit, essayer quand même d'acheter des choses de qualité, c'est-à-dire qui ne sont pas trafiquées. C'est bien simple, la nourriture correcte, c'est des céréales, des légumes, des légumineuses, pas des plats préparés. Le sel, le sucre, c'est du poison, à un moment donné, on arrête ça. Mais même si vous mangez quelque chose d'inapproprié, entre parenthèses, essayez de vraiment de le mâcher. Bien sûr, des fois, vous allez commencer lui, puis vous allez oublier, et puis vous allez l'avaler. C'est tout à fait normal. Ensuite, vous vous rappelez ce qu'on vous a dit, et prochaine bouchée, éventuellement, essayez de mâcher. 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Et vous allez voir très vite, si ça n'a plus aucun goût, ça veut vraiment dire que c'est une nourriture inappropriée. N'hésitez pas à la cracher. C'est pas une perte de nourriture, parce qu'il y a des tas de petits animaux que vous ne pouvez pas voir, invisibles à votre capacité visuelle, vont le manger pour vous, si tout va bien. Et puis reprenez, etc. Donc, moi, je pense que la mastication, indépendamment de toute orientation thérapeutique, a une grande valeur pour découvrir certaines choses. Euh, D'abord, quand vous mastiquez, vous amenez la nourriture à la température de la bouche. Et si vous prenez par exemple une glace, et quand la glace est à 37 degrés, vous allez vous rendre compte que c'est assez dégueulasse. Vous pouvez manger la glace avec son immense volume de sucre ou le corps gras parce que c'est très froid, parce que vous ne sentez pas grand-chose. Et si la glace fond, si vous la mâchez, ça va fondre, vous allez voir combien c'est vraiment pas sympathique. Euh, et donc, vous évitez les choses froides, vous les rendez à la température du corps. Le corps, la digestion, tout le système d'assimilation se fait à température du corps. Et donc, si on veut être gentil avec son corps, il faudrait manger à température du corps, c'est à 37 degrés. Donc, quand vous mangez quelque chose de froid, vous le mâchez, ça chauffe. Quand vous mangez quelque chose de chaud, vous le mâchez, ça refroidisse. Et quand il n'y a presque plus rien dans la bouche, on retrouve cette température. C'est à cette température que toute l'alchimie du corps va se faire. Si on avale vite des choses froides, si on avale vite des choses chaudes, on crée une problématique d'assimilation de l'énergie, d'assimilation des aliments qui est vraiment importante, qu'on commence à peine à découvrir. Et ça fait partie de la diététique moderne de venir là-dedans. Voilà, je ne peux pas vous donner aucun conseil psychologique parce que c'est très individuel et je n'ai pas la compétence pour ça. Mais par contre, la mastication, indépendamment de tout le reste, c'est très intéressant pour se rendre compte que quand vous mangez quelque chose d'inapproprié, vous ne le mâchez pas, vous l'avalez. Et vous l'avalez vite pour combler quelque chose. Si vous mastiquez, déjà, il y a quelque chose qui va bouger progressivement. Donc, moi, ça me paraît une très bonne outil d'exploration. Après, vous verrez vraiment les aliments qui perdent leur goût très vite, les aliments qui sont mauvais pour la santé, les aliments dont le goût se transforme. Si vous mangez du riz complet ou du sarrasin, vous allez avoir un goût sucré, un goût salé, un goût astringent, un goût amer progressivement avec la mastication. Vous n'avez pas besoin de mettre du sel dessus, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile, vous n'avez pas besoin de mettre des piments, vous n'avez rien besoin. Et l'aliment va se révéler, puis il se révèle à température du corps. C'est là que vous allez avoir un maximum de goût qui vont pouvoir se déployer. C'est la même chose pour le vin, c'est la même chose pour la nourriture solide. Pour goûter un vin, il faut le garder dans la bouche, qu'il revienne à température fonctionnelle pour le corps. C'est là où les arômes, le système euh, d'intégration des arômes est fait à la température du corps. Se fait à la température du corps. Donc voilà, je joue avec ça, mais honnêtement, c'est pas mon domaine. Euh, mais j'ai vu des gens qui avaient des effets vraiment intéressants, simplement en mastiquant de plus en plus la nourriture. Merci.
Bonjour Eric. Après avoir vécu ce que j'ai le sentiment d'avoir été une vie assez superficielle et avec peu de conscience, même si c'était en recherche, je me croyais en recherche spirituelle, je me retrouve dans une sensation d'isolement, euh, de solitude, malgré des relations amicales, et qui me fait souffrir, dont je voudrais sortir, mais, mais je sais pas trop dans quelle direction m'orienter. Et comment servir l'environnement. Parce que là, je suis en arrêt de travail pour une fracture. Voilà, donc c'est une période que je sens fertile, mais je sais pas trop comment la gérer. Et voilà, donc c'est pour ça ma question. J'ai pas entendu, il y avait le mot fracture à un moment donné. J'ai pas Oui, entendu je la suis en arrêt phrase de travail complète. parce que j'ai eu une fracture du poignet D'accord. en randonnée. Mais finalement, l'écoute de l'environnement commence par l'écoute de soi-même. Vous avez des capacités spécifiques qui sont uniques, comme tout le monde. Et au plus vous allez approfondir votre propre fonctionnement, je pense au plus il va y avoir des résonances qui vont se faire avec l'environnement. Parce que qu'est-ce qui touche chez quelqu'un, finalement, c'est que la personne soit à l'écoute de lui-même. C'est-à-dire, et pas un fonctionnement de seconde main, de suivre une mode, de suivre une... mais de vivre selon sa propre ressenti. Donc moi, tout commence avec vous, tout finit avec vous. Vous avez des capacités, découvrez-les, écoutez-les. Pas les capacités que vous aimeriez avoir, pas les capacités que vous voulez avoir, non, les capacités que vous avez. Quel que soit le domaine, dans votre domaine, vous êtes doué profondément pour quelque chose. Alors, c'est forcément un don extérieur, vous n'êtes pas un musicien ou danseur, mais il faut explorer votre capacité. Et je pense que dans cette exploration, vous rencontrerez des gens qui seront touchés par le fait justement que vous ne soyez pas à la surface, que vous n'êtes pas des gens qui font du yoga parce qu'on en fait, qui sont dans la non-dualité parce que le voisin fait ça, ils mangent comme ça parce que c'est à la mode, etc. Non, mais qui font vraiment ce qu'ils sentent, sans que ce soit une affirmation, sans que vous considérez que vos capacités sont meilleures que celles d'un autre, elles sont différentes, on est tous différents, on va tous vivre différemment, on va tous manger différemment, on va tous penser différemment, poursuivre sur nos propres spécificités. C'est vraiment de l'exploration de votre propre capacité que va se faire la résonance avec un environnement. Au plus vous allez vivre votre spécificité, au plus il y a une résonance qui va se faire avec les gens autour de vous qui seront touchés par le fait justement que vous ne soyez pas quelqu'un qui suit la mode, etc. Et il n'y a pas de technique, je dirais, pour rencontrer l'autre. Au plus vous rencontrez vous-même, au plus il y a une forme de résonance qui va se faire avec l'environnement. Indépendamment de ça, bien sûr, on a tous des spécificités très particulières et il y a des gens pour qui c'est plus facile de rencontrer l'environnement que d'autres, bien sûr, mais même dans cette spécificité-là, je pense que c'est l'exploration de votre propre capacité, pas pour devenir un Superman, pas pour les exploiter, mais simplement pour les écouter. Vous faites des randonnées, ben voilà, c'est-à-dire que vous avez un don pour ça, vous avez une résonance pour ça, vous avez d'autres résonances. Et je pense que c'est vraiment les suivre qui va amener une résonance avec l'environnement. Ensuite, c'est la vie qui décide. Il y a des gens
on pourrait dire, ont des natures plus sociales que d'autres. Mais je pense que d'aller vers les autres n'est pas une fonctionnalité, parce que c'est un imaginaire. C'est aux autres d'aller vers vous. Ils viennent vers vous quand ils se rendent compte que votre manière finalement d'aborder votre vie est une écoute, une disponibilité et non pas une caricature. Alors, je pense que vous donner à vos qualités et c'est là-dedans qu'il y a une résonance avec l'environnement. C'est pas à moi d'aller vers les autres, c'est aux autres de venir vers moi. Oui, oui, c'est qu'au plus vous allez être intime avec vous-même, au plus ça va créer une résonance. Parce que si vous allez vers les autres, c'est une projection. Vous allez choisir les autres en fonction de vos propres spécificités. Si vous laissez les autres venir, ben, celui qui résonnera de votre morphologie, de votre résonance avec tel ou tel art, avec telle ou telle activité, va justement être touché par votre fonctionnement. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être attiré des fois par quelqu'un, bien sûr. Mais je pense que c'est l'environnement vient vers vous quand il sent que vous êtes à l'écoute finalement. Donc, ce n'est pas d'aller vers l'autre, mais c'est d'être à l'écoute de l'autre. Et l'écoute de l'autre se fait en fonction de votre propre écoute. Plus vous avez découvert des peurs en vous, au plus vous allez pouvoir écouter la peur de l'autre. Au plus vous avez découvert votre solitude, au plus vous allez pouvoir écouter la solitude de l'autre. Au plus vous avez vu certaines problématiques, au plus vous allez naturellement être à l'écoute de la problématique de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. L'autre et vous-même, c'est pareil, avec des spécificités, comme on dit, particulières, mais essentiellement, on fonctionne tous pareil. Le cerveau humain est le même partout. Donc, quand vous êtes découvert vous-même sur un certain plan, c'est facile de découvrir l'autre. Il fonctionne exactement comme vous. Quand il est en sécurité, tant qu'il est aimé, il est vraiment généreux et affectueux. Et quand il a peur, ou quand il a mal, il est méchant et il est agressif. Comme vous, comme moi. L'autre, c'est moi-même. Donc, je dois d'abord déceler ça en moi. Et quand je vois comment je fonctionne, que je comprends comment fonctionne l'autre, qui fonctionne exactement comme moi, et donc il y a une facilité de relation. Et l'autre va aimer justement le fait que vous ayez découvert ça en vous, que vous ne soyez vraiment pas surpris qu'il soit agressif comme ça ou qu'il soit affectueux comme ça. Les gens qui sont en sécurité avec vous ben, vous aiment, ceux qui sont en insécurité vous détestent. Il suffit d'un mot pour que ça change. Le chien qui sont en insécurité avec vous veut vous mordre, le chien qui sont en sécurité vous lèche. Il n'y a pas de méchant chien, il n'y a pas de gentil chien. Le chien qui vous lèche va mordre quelqu'un d'autre quand il aura peur. Le chien qui vous mord va lécher son maître, va lécher quelqu'un d'autre quand ils sont en sécurité. On fonctionne comme les chiens. On mord quand on a peur et on lèche quand on se sent en sécurité. Et je vois ça sur moi intimement. Quand je vois sur l'autre, je ne suis pas dévasté, je ne suis pas étonné, je vois il est comme moi. Et de se rendre compte qu'on est vraiment tous pareils crée une facilité de relation. Et dans cette facilité de relation, il y a une spécificité qui va se faire. Il faut d'abord voir que globalement, on a tous le même fonctionnement. Et après, vous verrez, les relations sont vraiment faciles parce que vous ne demandez plus rien à l'autre. L'autre est comme il est, vous êtes comme vous êtes. Et si on ne demande rien à l'autre, pour la première fois, l'autre se sent écouté. Et c'est le début d'une belle relation. Mais donc on attend quelque chose de l'autre. Tant qu'on veut que l'autre vous aime, vous écoute, vous respecte, vous comprenne, il n'y a que la guerre. L'autre ne peut pas vous comprendre. Vous ne comprenez même pas vous-même. Personne ne pourra jamais le faire. Vous n'aimez pas, l'autre ne peut pas vous aimer. Vous ne respectez pas, l'autre ne peut pas vous respecter. Et vous n'écoutez pas, l'autre ne peut pas vous écouter. Quand je commence à m'écouter, à m'aimer, à me respecter et à me comprendre, ben je fais pareil avec l'autre. Il faut d'abord le faire sur soi-même. C'est pour ça que, on dit au début, de revenir à vous-même. Rendez compte chaque fois que vous ne respectez pas, que vous exigez quelque chose de vous, chaque fois que vous ne comprenez pas, chaque fois que vous vous aimez pas, et tout ça, vous le faites pareil avec l'autre. Il faut commencer par soi-même, une écoute affectueuse de son fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas d'autre. Et vous allez voir que
Au plus vous êtes vraiment intime avec votre fonctionnement, au plus le fonctionnement des autres va vous paraître vraiment facile à comprendre, vraiment allégé. Il n'y a personne de négatif, il n'y a personne de positif, les gens sont comme ils sont. Quand ils sont en sécurité, ils lèchent. Quand ils ont peur, ils mordent. Je comprends ça, les relations deviennent vraiment faciles avec soi-même et avec les autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui, Un problème de micro. Euh, Vous aviez dit lors d'un précédent entretien que notre besoin de comprendre le monde était lié à, à la peur, en fait. Et j'aimerais savoir si vous pourriez développer là-dessus. ouais. Il faut se rendre compte qu'on ne comprend pas le monde, on met un mot dessus. Une panthère voit le monde comme une panthère, quelqu'un qui a été abusé voit le monde comme un abusé, quelqu'un qui est riche voit le monde comme un riche, quelqu'un qui meurt de faim voit le monde comme quelqu'un qui meurt de faim. On ne voit pas le monde, on voit sa propre problématique qu'on projette sur le monde. Selon si vous êtes né en Ukraine ou en Russie, vous voyez le monde différemment. Si vous êtes né en Palestine ou en Israël, vous voyez le monde différemment. Voilà, c'est pas le monde qu'on voit, c'est nos propres a priori, selon ce que vous a transmis votre famille, votre culture, votre éducation, votre religion, votre race. Et bien sûr, vous voyez le monde comme ça. C'est tout à fait normal. Donc on ne voit pas le monde. Donc à un moment donné, cette, ce besoin de mettre un mot sur l'immensité s'arrête. C'est pas que je n'ai pas besoin de comprendre le monde, c'est que je ne peux pas comprendre le monde. Comment est-ce que l'infiniment petit peut comprendre l'infiniment grand? Ça n'a pas de sens. Quand je dis je comprends le monde, je mets un mot, je mets le monde dans un verre d'eau, je dis voilà, c'est ça le monde. Non, c'est pas le monde, c'est mon verre d'eau. Quand je dis le monde, c'est comme ça, c'est une simplification. Non, c'est comme les gens font ça avec Dieu, font ça avec différents mots, mais le mot, c'est pas la chose. Donc, on est quand je me rends compte que ma compréhension va toujours être idéologique, il va jamais être profonde, la fantasmagorie, la mégalomanie, c'est-à-dire voilà, le monde est comme ça, me quitte. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est que le monde. Je sais pas ce qui est juste, je sais pas ce qui est faux. Je comprends que certains le sachent, selon là où ils sont nés. Je ne sais pas. Donc, c'est uniquement une absence de prétention, finalement. Je n'ai pas besoin de prétendre comprendre ce qui me dépasse. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre? On ne comprend rien. On répète des idées reçues. On ne comprend absolument rien. Et c'est des mots qu'on met. Le mot ciel ne donne pas la compréhension du ciel. Le mot terre ne donne pas la compréhension de la terre. Le mot, peut-être les mots, c'est des mots. C'est des mots. Il y a des grands mots, mot Dieu, il y a des petits mots, le mot carotte. Et même le petit mot carotte, quand on a dit le mot carotte, vous savez toujours pas ce que c'est une carotte. Euh, L'analyse d'une carotte va se développer. Dans 100 ans, les gens vont rigoler de l'analyse qu'on fait actuellement des carottes. Actuellement, on voit ce qu'il y a comme vitamines, on voit ce qu'il y a comme propriétés. Puis dans 100 ans, on verra des éléments tellement différents. Euh, c'est normal. Donc on ne peut même pas savoir ce que c'est qu'une carotte. Et là, on veut savoir ce que c'est que le monde.
ça n'a pas de sens, d'un orgueil démesuré. Donc, c'est pas qu'on n'a pas besoin de comprendre le monde, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui nous dépasse. On ne peut pas comprendre quelque chose profondément. Pourquoi? Parce que la compréhension a besoin d'un début et d'une fin. Ça crée une situation qu'on veut comprendre. Et la vie est sans début et sans fin. Si vous voulez comprendre même un événement géopolitique, je vais vous dire, voilà, ça commence là, ça finit là, oui, mais 1000 ans avant le début, ça avait déjà commencé. Et 1000 ans après la fin, ça va continuer. L'événement a commencé à la création du monde et ça continuera jusqu'à la fin du monde. Donc, ce que j'appelle comprendre, c'est choisir un petit moment, je coupe la chose et je dis, voilà, ça commence là, ça finit là, j'essaie de comprendre ça. Mais on ne peut pas comprendre la partie sans pas l'ensemble. Dans la compréhension, elle est toujours imaginaire. Alors, tu puisses avoir des compréhensions relatives, historiques, je dirais, pourquoi pas. Et quand vous allez approfondir, quand vous mettez un microscope de plus en plus puissant sur l'événement, vous les comprendre, puis vous voyez que tout ce qu'on en dit, c'est que des superficialités. Vous ne pouvez pas comprendre des émotions, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'amour, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la mort, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la beauté, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'affection, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la violence. On ne peut rien comprendre. Dans le sens profond. Vous pouvez comprendre jusqu'à un certain point comment fonctionne une voiture, peut-être. Mais même ça, à un moment donné, il y aura tellement de nouvelles découvertes. Donc, c'est uniquement une absence d'arrogance d'arrêter de vouloir comprendre le monde. Parce que c'est mon monde dont je parle, c'est pas le monde. Il n'y a pas de monde objectif. Le monde, c'est une représentation affective d'une situation. Si on vous a violé le matin, votre compréhension du monde, si on vous dit alors c'est quoi la vie, vous allez dire très différent si vous avez gagné le loterie nationale le matin. Un qui va dire mais la vie c'est terrible, c'est misérable. La vie c'est que la violence. L'autre qui va dire mais la vie c'est merveilleux. De quoi il parle? Il parle d'eux-mêmes. Il ne parle pas de la vie. Donc quand je comprends ça, voilà, j'arrête de me perdre dans des méandres conceptuels, en généralité idéologique. Ça n'empêche pas, si vous avez une résonance avec la culture népalaise, étudier cette culture, si vous avez une résonance avec la musique d'Ouzbékistan, étudier cette musique, c'est une résonance avec le sanskrit, étudier le sanskrit. Mais avec des compréhensions globales, comprendre le monde, pour moi, ça veut rien dire. C'est respectable, mais pour moi, ça veut rien dire. On ne comprend pas, on met des mots sur quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est plus un sentiment d'absurdité. Alors, je suis d'accord que c'est peut-être de l'arrogance, quoi, de ma part. Mais pour vous donner un exemple concret, quoi, terre à terre, moi, je vais à Paris, j'ai jamais vu autant de SDF. Je sais que à côté de ça, il y a des gens qui sont de plus en plus riches, quoi. Donc, bon, ouais, je veux bien admettre que ce soit de l'arrogance de ma part de ne pas comprendre ça et de pas l'accepter, quoi. Mais ouais, c'est un sentiment d'absurdité. Ouais. Vous savez, quand vous regardez comment fonctionne l'être humain, vous comprenez très bien ça. L'être humain veut pour lui et se sent supérieur à son voisin. Donc l'être humain se sent supérieur à son voisin, il y aura des gens qui auront plus que d'autres. Il y aura des pays qui auront plus que d'autres. Chaque pays se sent supérieur à son voisin. Les Français sont supérieurs aux Belges, les Belges sont supérieurs aux Hollandais, les Russes sont supérieurs aux Ukrainiens, les Indiens sont supérieurs aux Chinois, les Chinois sont supérieurs aux Coréens. Chacun pense qu'il est exceptionnel et que l'environnement, c'est de la merde. Euh, Ça, c'est le fonctionnement de la personne. Donc, c'est normal qu'il y ait des inégalités. C'est normal que les plus forts exploitent les plus faibles. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense que ça s'appelle la vie. Ça a toujours été comme ça. Alors, c'est vrai que dans nos pays riches, on avait une telle exploitation de certaines régions du monde que pendant un certain temps, on a pu faire semblant que tout le monde était riche. Non, la petite Europe et la petite Amérique du Nord étaient riches. Le reste du monde, c'était très différent. Maintenant qu'il y a plus de communication, qu'on a plus de gens qui ont la télévision et qui veulent venir dans cette Europe qu'ils imaginent riche,
Mais il y a beaucoup plus de gens qui viennent, et c'est bien sûr, ces gens-là ne trouvent pas forcément ce qu'ils cherchent. Et voilà, donc euh, c'est pas absurde, c'est tout à fait naturel que quelqu'un qui vit au Sahel, qui meurt de faim, ait envie de venir en Europe parce qu'il pense trouver du travail. C'est pas absurde, c'est normal, c'est naturel. Euh, voilà, à une époque, les Européens allaient en Afrique pour faire fortune. Maintenant, c'est les Africains qui viennent en Europe pour faire fortune. Dire toutes ces choses-là sont ensuite l'absurdité ou la justification des choses devient conceptuelle, mais ce qui est important, c'est de vivre fonctionnellement. Si vous pouvez faire quelque chose, ben, aidez ces gens-là, mais avec intelligence, à votre niveau, pratiquement parlé. Mais ne souffrez pas pour rien, parce que votre souffrance n'aide en rien les gens malheureux. Si par contre vous avez des capacités financières, intellectuelles, techniques, ben, oui, si on peut aider quelqu'un, ça me paraît tout à fait fonctionnel d'employer quelqu'un avec ou sans papier, d'aider des gens plus malheureux que soi. Voilà, oui, des fois des clochards, mais des fois vous leur donnez de l'argent. Ça ne va pas solutionner le problème, mais c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, naturellement. Mais il n'y a pas à souffrir. Il y a 2 milliards de gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est pas qu'ils ne sont pas en Europe, qu'ils n'existent pas. Comme les Français qui pensaient pendant les années 50 ans qu'ils étaient en guerre. Mais il y a 30-40 guerres en ce moment. Il n'y a pas que des guerres avec les télévisions. Il y a 2-3 guerres avec les télévisions. Et au Yémen, en Somalie, en Congo, au Tibet, chez les Ouïghours, le Triangle d'Or. Il y a de nombreuses guerres. Il n'y a pas de télévision. Donc l'Europe se pensait en paix. Donc, non, je ne suis pas le monde médiatique. Ça s'appelle la vie. Il y a toujours eu ces choses-là. Moi, je n'ai pas de compétences ni politiques ni militaires, donc je ne souffre jamais de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Il y a un tremblement de terre en Turquie, ça 100 000 morts, je ne souffre pas. Pourquoi? Parce que les Turcs, ils souffrent. Ma souffrance ne sert à rien. Pour moi, c'est un manque de respect. Et si je suis sous les pieds, je souffre aussi. Sinon, non. On fait ce qu'on peut dans la vie. Je ne vais pas souffrir. Il y a peut-être 10-15 000 personnes en ce moment qui sont en train de se torturer. Est-ce que je souffre? Non. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Il y a combien d'enfants violés en ce moment? Je vais souffrir? À quoi ça leur sert? Ça ne sert à rien. Si je peux agir, si je peux dénoncer quelque chose, si je peux participer à... Bien sûr, on le fait. Mais la souffrance est inutile. La souffrance, c'est un manque de respect pour celui qui a de vraies raisons de souffrir avec lui. Quand il souffre, il a besoin de votre tranquillité, de votre joie de vivre. Vous allez voir un malade à l'hôpital, si vous pleurez avec lui, vous sortez, il est encore plus malade. Si vous allez voir un malade à l'hôpital, vous êtes vraiment heureux, il est content de vous voir, quand vous sortez, il va mieux. C'est le bonheur qui aide les gens, ce n'est pas la souffrance. Pour moi, souffrir, c'est un manque de respect de l'environnement. Donc on ne souffre pas, par contre on fait ce qu'on peut, fonctionnellement. Si vous pouvez aider un SDF, vous l'aidez, mais si vous ne pouvez pas l'aider, souffrez pas. Ça lui sert, il n'a pas besoin de votre souffrance, il a besoin de votre argent, il a peut-être besoin de votre maison, il a peut-être besoin que vous ayez un travail, il n'a pas besoin que vous souffriez. Donc, il faut être vraiment fonctionnel dans ces choses-là, c'est très important. Sinon, on devient de romantisme. Je connais des tas de gens qui ont des immenses appartements à Paris et qui vont dans les shows télévisés, qui vont au SDF, mais qui les amènent chez eux, dans les maisons de campagne, qui en logent chez eux, qui tous les mois, ils financent ces gens-là. C'est pas de parler, ce qui compte, c'est des actions. Donc, on a une capacité d'aider, on aide pratiquement, sinon on se tait. On se tait dans le sens où on ne souffre pas pour rien. Notre rôle dans la vie, c'est d'aider l'environnement, pas de souffrir pour l'environnement. Là, vous verrez, il n'y a plus de compréhension ou pas compréhension, il y a une fonctionnalité qui va se faire. Elle ne doit pas être affective. Tant qu'il y a en moi l'affectivité, c'est normal. Je vais voir des gens dans des tentes sous des ponts à Paris et je suis triste. Vous savez, ça pas d'un bon sentiment. Mais ça aide ces gens-là que je sois triste quand je rentre chez moi.
dans un appartement cossu, ça ne les aide pas. Alors, où je sors, je vais les aider, je leur donne à manger, je leur donne de l'argent, je les rase, je les nettoie, je les masse, ou je ne m'en occupe pas. Ils n'ont pas besoin de mon agitation inutile. Ça peut être très pragmatique avec la souffrance. C'est une insulte pour moi l'affectivité de la souffrance. Comme des gens qui voient une chose à la télévision, il y a un massacre là-bas, ils souffrent. Non, non. Ceux qui sont sous les bombes, ils souffrent. Moi, je ne souffre pas. Les bombes ne sont pas là, pas encore. Si je peux aider, j'aide. Je peux participer, mais je ne souffre pas. Donc c'est important pour moi cette froideur fonctionnelle, celle qui permet aux chirurgiens d'opérer. Vous ne voulez pas que le chirurgien qui vous opère tremble parce qu'il a peur pour vous. Peut-être qu'il va réussir, peut-être qu'il va vous tuer. Dans tous les cas, il ne doit pas trembler. C'est ça qu'il faut fonctionner comme ça dans la vie. Merci. Bonsoir Eric. J'aimerais savoir comment ne pas souffrir l'agressivité de l'autre, euh, de ne pas se sentir concerné par les attaques. Comment, comment vous envisagez ça, s'il vous plaît? L'autre a toujours raison, de son point de vue. Qu'un lion vous mange, ce n'est pas un méchant lion. Qu'un serpent vous mord, ce n'est pas un méchant serpent. Quelqu'un vous crie dessus, c'est pas personnel, c'est une projection qu'il a sur vous pour représenter quelque chose qu'il n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les femmes, il y en a qui n'aiment pas les noirs, il y en a qui n'aiment pas les blancs, il y en a qui n'aiment pas les gros, il y en a qui n'aiment pas les chauds, il y en a qui n'aiment pas les riches, il y en a qui n'aiment pas les pauvres, il y en a qui n'aiment pas les gens de gauche, il y en a qui n'aiment pas les gens de droite. Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas vous aimer. Et cette personne a raison de son point de vue. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il a été éduqué, ses préjugés, ce qu'il a mangé, ce qu'il a vu à la télévision, ce qu'il a lu, tout ça fait qu'il ne supporte pas quelqu'un comme vous. Et ce n'est pas personnel, c'est l'image qu'il a de vous. Vous représentez quelque chose qu'il ne supporte pas. Il y a toujours des gens qui vont vous détester. Dans les Brahma Sutras, il y a une petite phrase de Shankara qui dit: il est très facile d'arriver à la libération, il est impossible d'être aimé par tout le monde. Voilà, donc c'est la première chose. Donc, que ce soit votre mari, votre amant, votre mère, votre grand-mère, votre patron, vos enfants, ils ont raison, de leur point de vue. Ils ne peuvent pas vous voir autrement que comme quelqu'un qu'éventuellement ils détestent. Donc, c'est la première chose. Qu'un chien veut vous mordre, ce n'est pas un méchant chien. C'est un chien qui a peur de quelque chose. Il y a des gens que vous êtes mis en question, ou la forme de votre corps, ou votre manière de voter, ou la couleur de votre peau, ou votre voiture, ou votre odeur, ou ce que vous mangez, ou ce que vous ne mangez pas. Il y a quelque chose. Et ces gens deviennent agressifs avec vous. Ils n'ont pas d'autre possibilité. À vous de vous rendre compte que ce n'est pas personnel. C'est ce que vous représentez. Si vous n'êtes pas là, ils sont agressifs avec quelqu'un d'autre. C'est pas agressif, c'est ce que c'est. Un moustique vous pique, c'est pas un méchant moustique agressif, non, c'est un moustique. Le moustique est fait pour ça. Rendez-vous compte, la vie d'un moustique, dès qu'il voit de la nourriture essaie de le tuer. C'est une vie pathétique. Je pense que les moustiques pensent que vous êtes très agressif. Chaque fois qu'ils veulent manger, vous les tuez. C'est très agressif. Vous pouvez faire autrement, non. Voilà. Que le moustique pense que vous soyez monstrueusement agressif, que vous avez examiné sa famille, c'est tout à fait normal. Voilà. Vous pouvez faire autrement, non. Vous devez accepter l'agressivité de l'autre. Mais ce n'est pas personnel. Vous devez toujours me rendre compte de l'environnement à 2 ans. Si un enfant de 2 ans ou de 3 ans vous dit est-ce que vous refusez une 3e glace à la fraise qui est méchante, ça ne vous agresse pas. Vous comprenez que pendant 3 ans, que vous êtes méchante parce que vous n'avez pas une 3e glace à la fraise. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est parce que le sucre c'est de 3 ans et que vous voulez qu'il ait une vie saine et heureuse. Alors on vous dit qu'il est méchant. Que ça vous agresse? Non. Oui, 3 ans, on voit comme ça, c'est normal. Votre environnement à 3 ans.
L'erreur que vous faites est de penser qu'il a 20 ans, qu'il a 30 ans, qu'il a 50 ans. Non, non, il a 3 ans. Les gens réagissent comme ça. Vous donnez ça, ils vous aiment. Vous faites pas ça, ils vous aiment pas. Durant 3 ans. Vous répondez à ce qu'ils attendent, ils vous adorent. Vous déroguez à ce qu'ils attendent, ils vous détestent. L'être humain fonctionne comme ça. Quand je vois ça, je peux agresser par les gens. Je peux agresser psychologiquement. Si quelqu'un vous mord le bras, voilà, vous avez une morceau. Et c'est pas psychologique. Alors, ce qui vous fait souffrir généralement, c'est l'agression. C'est l'imaginaire psychologique. Si quelqu'un vous traite d'imbécile, ben, c'est vrai. Souvent, dans le but, vous traite d'imbécile. Donc, si vous traitez d'imbécile, généralement, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vous l'imbécile. Mais ça, c'est pas votre faute, c'est génétique. Moi, je ne fais pas d'imbécile. Quand je vois un autiste, quand je vois quelqu'un qui a Alzheimer, qui me traite d'imbécile, je ne balance pas l'imbécile. Donc, la personne me voit comme il peut me voir. Il n'a pas d'autre possibilité. C'est à vous de vous rendre compte de ça, et il n'y a plus d'agressivité. Peut-être un jour, votre père aura Alzheimer, vous allez le mettre à manger dans la bouche, et vous cracher dessus. Pardon, excusez-nous, Eric, on ne vous entend pas. plus. On vous entend très très mal. Il y a les écouteurs qui sont morts. Il faut que tu t'approches du. Alors, on va donner les écouteurs. Non, il faut pas les enlever. Bon, on va enlever les écouteurs et on va mettre. Là, on vous entend beaucoup mieux, Eric. Là, le son est mieux. Bon. Ouais, il faut t'approcher. Ouais. D'accord. On va mettre ici. Oui, donc c'est l'attente qui crée l'agression. C'est l'imaginaire, finalement, que la personne peut être différente. Elle n'a aucun choix. Personne ne vous a jamais agressé. Les gens ont projeté sur vous quelque chose, et personne d'ailleurs ne vous a jamais aimé. Les gens qui vous aiment, ils disent un mot, ils ne vont plus vous aimer. Donc, ils vous détestent, il faut vous dire un mot, ils vous aiment. Les gens ne vous aiment pas, ils projettent une sécurité avec vous. Les gens ne vous détestent pas, ils projettent une insécurité avec vous. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Après, il y a une fonctionnalité. Ce n'est pas facile de travailler dans un bureau si vous avez un patron ou un employé qui vous déteste. Et la première chose, c'est de voir qu'il n'a pas le choix pour représenter quelque chose qu'il déteste. Voilà. Il y est vraiment pour rien. C'est infonctionnel peut-être pour vous, mais quand vous comprenez qu'il n'a pas le choix et que ce n'est pas personnel, ça va être beaucoup plus léger. Ensuite, on a tous des capacités de fonctionnalité différentes. Il y a des gens qui peuvent rester dans un bureau où il y a un léger abus constant sans se sentir abusé. Il y en a qui n'ont pas cette capacité, il faut qu'ils partent. Pour ça, chacun est différent, encore une fois. Et il faut l'accepter. Il y a des gens qui peuvent faire de la boxe, se reçoivent tous les jours 200-300 coups, et dormir bien le soir. Il y en a qui reçoivent 2-3 coups, qui sont traumatisés. Donc, on est tous inégaux là-dessus. Donc, il faut arriver à avoir une vie fonctionnelle, c'est-à-dire que si les coups font mal, on ne fait pas de boxe. Si l'agression extérieure est trop dure, on essaie de changer de mari ou changer de travail si on peut. Mais tôt ou tard, vous serez obligé d'accepter ce qui est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. Vous sortez, il fait froid, vous ne dites pas, mais c'est un méchant froid. Non, il fait froid. Quand il pleut, vous dites pas, c'est une méchante pluie. Peut-être que vous allez avoir un accident de voiture à cause de la pluie. Vous n'allez pas en vouloir à la pluie. Il y en a qui en vouloir à la pluie. Mais ce n'est pas personnel. Mais celui qui vous attaque, celui qui vous veut du mal, souffre. Ce n'est pas vous qui le faites souffrir, mais il le vit comme ça. Il y en a, s'ils voient un noir, ça les fait souffrir. Il y a des gens, s'ils voient quelqu'un trop riche, ça les fait souffrir. Il y a des gens qui voient quelqu'un trop gros, ça les fait souffrir. Il y a des gens qui voient une Rolls Royce, ça les fait souffrir. Il y en a qui voient tel politicien de droite ou de gauche, ça les fait souffrir. Ça fonctionne comme ça. C'est pas personnel. Donc, accepter, il y aura toujours quelqu'un qui va vous détester. Tout va bien. C'est léger. C'est léger si vous ne demandez pas l'autre d'être différent. Vous venez dans la forêt, vous avez un jaguar mais qui veut vous manger. Pour lui, vous êtes un casse-croûte. Vous n'allez pas dire c'est un jaguar agressif, non, c'est un jaguar qui a faim.
il veut nourrir sa famille. Il n'est pas agressif, même s'il vous mange. Et quand vous promenez dans la forêt, vous écrasez des tas d'adorables petits animaux, c'est très agressif pour eux, mais ça s'appelle la vie. Vous êtes agressif pour l'environnement est agressif pour vous, c'est normal. Le zèbre pense que quand il est mangé par le lion, c'est très agressif. Et le lion pense que s'il ne mange pas le zèbre, ses enfants vont mourir de faim, c'est agressif pour ses enfants. On ne se prend ni pour un zèbre ni pour un lion, mais on comprend la fonctionnalité de la vie. Donc il y a des gens qui vont toujours vous détester, il faut l'accepter, c'est léger. Peut-être votre mère vous déteste, votre père vous déteste, vos enfants vous détestent, votre mari vous déteste, votre amant vous déteste, vos voisins vous détestent. C'est normal. Donc créer une image de vous-même, c'est pas méchant. Quand un enfant de 15 ans dit à ses parents je vous déteste, c'est pas méchant, c'est qu'il souffre. Il n'a pas d'autre possibilité que d'exprimer comme ça. Après, moi je ne suis pas thérapeute, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Il faut voir que la critique de l'autre, la haine de l'autre, la violence de l'autre est toujours justifiée pour l'autre. Il ne peut pas faire autrement, il ne sait pas faire autrement. À la limite, tout le monde aimerait vous aimer, mais on ne sait pas faire. Et même quand quelqu'un est extrêmement violent, c'est toujours une forme d'affection parce qu'on ne sait pas le faire. La violence, c'est un besoin de se sécuriser. Vous avez un ami légionnaire, très jeune, à Marseille. Cet homme, toutes les 2 heures, il fallait qu'il saute au sol, qu'il fasse 200 pompes, très très violemment. Mais si je ne fais pas ça, je tue quelqu'un. Voilà, il avait ce besoin de sentir la dureté de son corps, mais il pétait les plombs. C'est un peu excessif, mais ça existe. Tout le monde est plus ou moins comme ça, mais à un degré, heureusement moins. Donc celui qui est agressif envers vous, ce n'est pas personnel. Il souffre de quelque chose, absolument pour rien, mais vous symbolisez cette chose. Voilà. Vous apprenez votre mari vous trompe, vous êtes dans un état de crise, quelqu'un vous klaxonne, vous sortez, vous donnez une gifle. Il ne comprend pas pourquoi. Ben oui, parce qu'il ne connaît pas la situation. Vous avez transposé la situation. Vous n'êtes pas agressif avec lui, il le vit comme une agression. Donc vous faites ce que vous ne pouvez pas ne pas faire. Donc c'est très important de ne jamais prendre l'agression comme étant personnelle. Ensuite, vous gérez fonctionnellement la chose. Et personne ne dit que c'est facile. Il y a des gens agressifs dans les couples, il y a des gens qui travaillent, c'est agressif. Bien sûr. Mais il faut déjà lever l'élément psychologique. En évoquant celui qui vous agresse, il n'y est pour rien. Oui, il est idiot. Il n'y a pas d'autres possibilités d'expression. Il y a beaucoup de gens violents. Ils aimeraient être affectueux, ils ne savent pas le faire. Moi, personnellement, jusqu'à 14-15 ans, j'étais incapable d'exprimer de l'affection pour mes parents. Je vivais cette immense affection pour eux, mais mon expression était la violence, c'était la critique, c'était le jugement, c'était des fois l'insulte, parce que je n'avais pas la capacité d'exprimer cette affection. C'était ma maturité de l'époque. Les parents l'ont vécu comme étant très violent, c'est normal. Vous pouvez faire autrement? Non. Vous avez la capacité intellectuelle, affective de faire autrement? Non. Voilà. Moi, j'ai des gens qui me détestent, ils peuvent faire autrement? Non. Tout va bien. Ça s'arrête là, c'est pas personnel. On gère la situation comme on peut la gérer. Si un chien vous attaque dans la rue, c'est pas un méchant chien. Il faut quand même lui taper dessus. Mais c'est pas un méchant chien. Il faut le tuer. Mais c'est pas un méchant chien. Ça va rien contre lui. Si je promène ma fille dans la rue, si un chien l'attaque, je tue le chien. Mais je ne penserai jamais que c'est un méchant chien. La vie est fonctionnelle, ça s'appelle psychologique. Donc, en évoquant de l'agression de l'environnement, c'est un manque de clarté de l'environnement. La plupart des gens qui abusent, qui maltraitent les enfants, c'est des gens qui souffrent, qui des fois aimeraient exprimer leur amour avec affection, ils n'y arrivent pas, ils n'expriment pas des coups. Personne ne dit que c'est sympathique, personne ne dit que ça doit être accepté, mais on peut souffrir d'un coup, et souffrir parce que quelqu'un m'a donné un coup, à un moment donné, ça s'arrête. Il n'y a pas de forme psychologique. Le coup, c'est un coup. C'est ça qui est très important de voir.
Psychologiser la violence. Il y a une fonctionnalité, on est dans une société très policée. Voilà, les gens s'imaginent que la société est violente, mais elle est très peu. Il y a 100 ans, vous ne sortiez pas à Paris seul si vous n'aviez pas 3 ou 4 gardes du corps. Et si vous ne saviez pas très bien manier l'épée, au XVIIIe siècle, vous ne veniez pas à Paris-Marseille à cheval sur une escorte. Donc, sinon, vous faisiez égorger. Les gens ont oublié. Donc, oui, il y a des violences maintenant, etc. Et c'est rien par rapport au passé. Oublié. Pas d'élément psychologique. Celui qui vous agresse, c'est pas faire autrement. Je ne sais pas, il faut l'accepter. Peut-être vous donnez une paire de gifles, peut-être vous répondez, peut-être vous partez, mais il ne vous en veut pas, il ne sait pas s'exprimer autrement. Et ça limite, parce qu'il est stupide. Peut-être vous représentez quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est jamais personnel. Même si lui le pense personnellement. Donc c'est la seule solution pour vivre. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous détester et d'autres qui vont vous aimer. Et ceux qui vous aiment ne sont pas plus gentils, ils vont vous représenter quelque chose qui les aide. Si vous détestez, vous représentez quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ils ne sont pas plus méchants. C'est vraiment important de comprendre ça. Merci, Eric. Bonjour Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui. La vie m'amène à rencontrer des gens qui sont intéressés par une spiritualité, entre guillemets, faite de surnaturel et d'ésotérisme. J'aimerais savoir ce que cela dit de moi parce que j'ai un certain intérêt à aller dans ces domaines-là. Et est-ce que vous considérez ça comme une distraction mentale? Quelle réalité est-ce que ça a? Voilà, de votre point de vue. Merci. D'abord, vous ne choisissez pas vos intérêts. Si l'hermétisme vous intéresse, si l'alchimie vous intéresse, les sociétés spirituelles vous intéressent, ce n'est pas une décision que vous avez prise, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Donc, moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qui résonne. Il y en a qui résonnent avec le tennis, il y en a qui résonnent de la franc-maçonnerie, il y en a qui résonnent du tarot, il y en a qui résonnent de la méditation. Je veux dire, chacun a des résonances, je dirais, relativement différentes. Ça exprime la même chose, mais sous des formes différentes. Donc, il n'y a pas de qualification à avoir. C'est important de suivre ce qui résonne pour vous. Moi, à une époque, j'étais un grand admirateur de la science hermétique, de l'occultisme occidental. Ça m'a quitté il y a longtemps parce qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà, mais on a tout à fait la résonance qu'on puisse avoir avec le symbolisme de cathédrale, le symbolisme du tarot, le symbolisme de société spirituelle. C'est ni négatif ni positif d'ailleurs, c'est uniquement une résonance. Si vous la poussez au fond, vous allez découvrir des choses profondes et vous verrez que ce n'est pas des choses extérieures, des choses intérieures. Oui. Parce que finalement, la science traditionnelle ne parle que de vous-même. Mais pour des raisons multiples, à l'époque où elles ont été formulées en Occident, elles devaient être secrètes parce que sinon on finissait au bûcher. Et dans l'islam également. Donc, voilà, le secret me paraît maintenant de peu d'intérêt, parce que justement, il y a moins de bûchers, il y a d'autres formes de bûchers. Mais voilà, donc, je lèverai le côté psychologiquement secret de ces choses-là, mais on peut tout à fait dire la tradition hermétique occidentale, qui est une tradition profonde, mais qui vient de l'islam, qui vient de la Grèce et de l'Égypte. Ces choses-là ont la même profondeur que l'Inde, que la Chine, que le Japon. Ouais, il y a multiples manières d'attraper le poisson, on parle de la même chose.
Le poisson, c'est vous-même. Ce qui est important, ce n'est pas votre connaissance des sciences ésotériques, ce qui est important, c'est votre connaissance de votre fonctionnement. De voir quand vous êtes jaloux, de voir quand vous êtes arrogant, de voir quand vous êtes dans la stratégie, quand vous êtes dans le refus, dans l'intention. C'est ça le cœur de la vie. Si pour arriver à ça, il faut explorer différentes sciences, dites occultes, pour moi, je n'ai aucun problème. Aussi, il faut explorer l'islam ou le taoïsme. C'est vrai, pour moi, toutes les traditions visent l'être humain et visent à ramener l'être humain de plus en plus conscient de son fonctionnement, de plus en plus à l'écoute de lui-même et des autres. Voilà, alors souvent, ça part par des chemins très compliqués pour dire des choses très simples, mais il y a une très grande beauté dans la science hermétique, dans la science occidentale, que je comprends tout à fait. Tu as dit uniquement que vous êtes un peu à l'écoute. Je pense qu'il y a plus de profondeur d'étudier l'alchimie, d'étudier le sens profond des cathédrales que de jouer au tennis ou de lire le dernier beaucoup. Merci, Eric. Moi, je voulais parler de quelque chose. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ce que je me rends compte, c'est que plus le temps passe et plus les années passent, et moins j'arrive à me sécuriser, en fait, justement avec ce qui me sécurisait avant. Et je me sens de plus en plus vulnérable, en fait. Et oui, enfin, j'ai l'impression que la peur grandit et j'ai plus de mal à m'apaiser, disons, que peut-être il y a 10 ans en arrière où j'avais l'impression que il y avait des choses qui pouvaient m'aider. Euh, et maintenant, c'est comme si
avec l'âge, je deviens de plus en plus, oui, à fleur de peau, en fait, et sans ressources. Voilà. Je voulais savoir si vous pouviez me dire quelque chose à ce sujet. Déjà, il est vrai qu'avec l'âge, on devient plus sensible. Une douleur fait plus mal à 80 ans qu'à 60. Une maladie abîme plus. Le bruit des voitures est plus gênant, sauf sur les sourds. Et c'est vrai, avec l'âge, et même vos susceptibilités peuvent augmenter parce qu'on a moins de contrôle. Et quand vous êtes en la force de l'âge, vous arrivez plus ou moins à vous maîtriser, à contrôler un certain fonctionnement. Et à un moment donné, il n'y a plus cette dynamique du contrôle, etc. Mais ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que c'est peut-être aussi que vous êtes plus sensible parce que tant qu'on est dans les activités, on se perd un peu, on cache finalement son propre fonctionnement à travers les activités. Les gens ne veulent pas voir comment ils fonctionnent, donc ils s'engagent dans ceci, donc ils sont passionnés par cela, donc ils rendent constamment une agitation, ils passent de la télévision à la radio, à la voiture, au travail, à la famille, aux vacances, il n'y a pas de moment d'écoute. Et quand on prend un peu d'âge, les familles se réduisent, le travail se réduit, les occupations se réduisent. Donc, il y a plus de moments éventuellement pour se rendre compte comment on fonctionne. À ce moment, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une immense peur qui a toujours été à l'origine de ma vie. Je suis marié par peur, j'ai divorcé par peur, j'ai des enfants par peur, j'ai travaillé par peur, je suis parti en vacances par peur, je suis devenu bouddhiste par peur. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est une prise de conscience que je pense que c'est très important de faire. C'est du moment que vous devenez plus conscient de ces choses-là. Je dirais laissez-vous faire parce que vous êtes né parce qu'il y avait une peur en vous, donc je n'ai pas né. Mais la peur ne vient pas de la situation. On croit toujours qu'elle vient de là, mais ce n'est pas vrai. Elle vient de l'imaginaire. Quand vous donnez votre poupée à 2 ans, vous étiez si heureuse, on apprenait que si malheureuse. Ce n'est pas vrai que la poupée vous rendait heureuse, c'est pareil que son absence vous rendait malheureuse. Maintenant, si on vous apprend que vous avez un cancer, on vous donne la poupée, ça ne vous fait rien du tout. La preuve, la poupée n'a jamais rendu heureuse. Et si on la détruit maintenant, on ne serait pas malheureuse. Qu'est-ce qui faisait que l'absence de la poupée me rendait si malheureuse et la présence si heureuse? C'est l'imaginaire que je projetais sur la poupée. C'est l'imaginaire qui rend heureux, c'est l'imaginaire qui rend malheureux. Quoi qu'il me soit arrivé dans la vie, c'est l'imaginaire que j'en ai eu qui m'a rendu heureux ou malheureux. Les choses sont neutres. C'est insupportable pour l'ego, mais ça fonctionne quand même comme ça. Donc vous devez vous rendre compte que ce qui vous fait peur, c'est pas ça, parce que 10 ans avant, c'est autre chose qui vous faisait peur. Quand vous avez 5 ans, autre chose, il y a toujours eu la peur. Même si ce qui vous fait peur maintenant n'était pas là avant, mais la peur était quand même là. Donc il faudrait, je dirais, empiriquement, quand vous avez une peur en vous, quand vous êtes chez vous, tranquille, mettez de côté, soi-disant, la cause de la peur. Peu importe. Vous en occuperez à un autre moment. Ressentez la peur, puisque vous au début de notre rencontre, corporellement. Si votre chat vous demande comment tu sais que tu as peur, vous allez dire je le sens bien. Là, vous le sentez. Vous le sentez dans votre corps. Ce n'est pas dans votre aquarium, dans votre voiture, c'est dans votre corps, vous sentez la peur. Où est-ce que vous la sentez? Dans le ventre, dans la gorge, dans le plexus, dans la mâchoire. Vous la sentez quelque part. Et d'explorer ça. Comment vous la sentez? Plutôt serré, plutôt en expansion, plutôt lourd, plutôt léger. C'est plutôt clair, c'est plutôt obscur, c'est plutôt salé, c'est plutôt sucré. Essayez de la découvrir tactilement, un peu comme on a dit à ce premier questionnaire, si vous voulez demain écrire une nouvelle sur une femme qui a peur, il faut décrire cette femme, qu'est-ce qu'elle sent quand elle a peur, cette femme? Où est-ce qu'elle sent dans son corps? Voilà. Prenez des notes conceptuelles de comment vous sentez la peur, et vous allez voir que si vous faites ça de temps en temps, pour ça vous devez lever la cause apparente de la peur, la cause actuelle, soi-disant. Il va y avoir des moments où vous allez pouvoir sentir la peur sans avoir peur. Et là, c'est le début de quelque chose vraiment qui va se libérer. Un peu comme les enfants qui jouent à se faire peur. Et après, ils dorment bien parce qu'ils n'ont pas peur. Ils jouent à se faire peur. Un peu comme un parachutiste qui saute de l'avion pour avoir peur. Il n'a pas peur. Il ne peut pas sauter s'il avait peur.
il saute pour sentir la peur, et après il dort très bien. Donc quand on sent la peur, on dort bien, quand on a peur, on ne dort pas. Donc vous, pour l'instant, vous avez peur, vous dormez mal, on vous demande de sentir la peur, corporellement, un peu comme quand vous allez au théâtre, vous avez une pièce triste, et puis vous dites, oh, c'était superbe. Qu'est-ce qui était superbe? De sentir la tristesse sans être triste. Vous avez eu l'histoire d'amour qui finit mal, vous allez voir le docteur Givago, vous dites, c'est un merveilleux film. Qu'est-ce qui est merveilleux? Vous avez senti la tristesse à la fin, vous n'étiez pas triste, vous avez bien dormi. Celui qui est triste ne peut pas voir un film triste. Celui qui sent la tristesse, au contraire, peut voir des films tristes, on voit la beauté de la tristesse quand on n'est pas triste. Pour lui, il faut arriver à sentir la peur sans avoir peur. C'est une exploration tactile, une exploration qui n'est pas évidente parce que dans nos sociétés, on met l'accent sur la cause de la peur, j'ai peur de ça. Là, vous mettez l'accent sur la chose. Non. On vous demande, quand vous êtes chez vous, pas de situation de peur chez vous, sentez la peur, mettez-vous sur votre fauteuil, confortable, posez-vous la question, comment je sais que j'ai peur? Et vous allez vous dire, je le sens. Voilà. Partez de là, explorez cette sensation de peur. Vous allez voir, tôt ou tard, vous allez avoir cette extraordinaire expérience que quand vous sentez la peur, vous n'avez plus peur. Alors quand vous avez peur, vous ne pouvez plus rien faire. Bonne exploration. Merci beaucoup, Eric, pour ce soir. Merci pour la disponibilité. Merci à toi et merci d'organiser. Bonne soirée. Bonsoir et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent donc à 10h demain.